Bonjour, bonjour. Alors, on est rendu cette fois-ci au niveau des previews pour ce qui est des phases qualificatives de la LNH du côté de la conférence de l'Est. Et la première série va opposer les Penguins de Pittsburgh, 5e dans l'Est, contre les Underdogs, le Canadien de Montréal, 12e dans l'Est. Je le sais, je porte actuellement mon chandail des Pingouins. Alors, vous devinez fort probablement pourquoi, puisque depuis le début de la série, par rapport aux prévisions, pas en prévision, mais en termes de preview pour les séries qualificatives, je porte le chandail de l'équipe que je crois qui devrait remporter la série 3 de 5. Alors, là, ce que je veux mentionner, c'est que dans cette série-là, les Penguins de Pittsburgh sont clairement les favoris, le Canadien de Montréal sont clairement les underdogs. T'as la même affaire au niveau de l'Ouest, où c'était les Hawks qui étaient les underdogs, mais là où je vois une différence majeure entre les underdogs Hawks et les underdogs canadiens, c'est que les Hawks ont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont beaucoup d'expérience en tant que champions. Alors que du côté du Canadien de Montréal, on a gagné peut-être, exemple, que Harry Price, Shea Weber ont remporté des médailles au niveau international ou olympique, mais il n'y a pas de Coupe Stanley de ce côté-là. Alors, on n'a pas cette expérience-là. Alors, si j'ai à croire dans des underdogs, je crois peut-être un petit peu plus aux underdogs des Hawks que ceux du Canadien de Montréal. Sur un point de vue statistique, l'avantage est clairement aux Pingouins, mais inquiétez-vous pas, je vais vous donner quelques arguments qui pourraient pencher en balance du côté du Canadien de Montréal parce que les équipes avec la parité sont quand même relativement tous compétitives. Là. Fait que c'est ce qui fait que ça serait possible quand même que le Canadien gagne. OK? Donc, perdez pas espoir. Je vous dis pas que le Canadien est fini, mais sur un point de vue statistique, l'avantage va quand même aux Penguins de Pittsburgh. Alors, première des choses, c'est que dans la saison régulière, encore une fois, je ne sais pas du tout si ça va avoir un impact parce que ça fait trop longtemps que la saison régulière a été suspendue. Fait dans la saison régulière, le Canadien et les Pingouins se sont affrontés un total de 3 fois. Sur les 3 rencontres, le Canadien de Montréal a gagné une seule rencontre qui était la première. Par la suite, les Pingouins ont gagné les 2 suivantes. Dont une en prolongation ici. Le 10 décembre, le Canadien de Montréal l'a remporté à l'étranger 4-1 contre les Pingouins. Le 4 janvier, les Penguins de Pittsburgh l'ont remporté à Montréal 3-2 en prolongation. Et le 14 février, les Pingouins ont remporté 4-1 à domicile contre le Canadien. Encore là, il n'y a pas vraiment d'avantage de glace, à part peut-être pour les changements de ligne. Alors là, une chose que je veux mentionner, c'est que concernant ici la défaite de 3-2 le 4 janvier, le Canadien a perdu 3-2, mais ça, c'était dans une séquence de 8 défaites d'affilée. Je me souviens plus c'est laquelle qui est laquelle. Je pense que celle-là, c'est la 8 défaites d'affilée. Donc ça, c'était dans une séquence où le Canadien perdait plusieurs matchs back-à-back. Et ça, c'était dans une séquence de 5 défaites d'affilée. C'est soit lui qui est 5 défaites d'affilée ou lui. En tout cas, il y en a un qui est 8, il y en a un qui est 5. Donc, dans les deux cas, les deux défaites, c'est dans des séries de défaites que le Canadien a perdu aux mains des Pingouins. C'est en plein milieu des séries dans les deux cas. C'était pas ni le début ni la fin de la série. Fait que, bref, dans les deux cas, le Canadien avait le moral d'un talon. Ce qui me laisse donc croire que si les Canadiens ont un bon moral, ils peuvent gagner. En début de saison, ils ont gagné 4-1, puis ils ont gagné 4-1 à Pittsburgh. Donc, s'ils ont un bon moral, ils peuvent gagner. Sauf que dans les séries de défaites, donc avec le moral dans les talons, ils vont se faire manger. C'est un peu le point que je vais retenir de ça. Alors, les Penguins de Pittsburgh en saison régulière ont joué un total de 69 matchs, 40 victoires, 23 défaites, 6 défaites en prolongation, un total de 86 points. Par opposition aux Canadiens qui avaient joué 71 matchs, 31 victoires, 31 défaites, 9 défaites en prolongation, 71 points. Donc on est loin ici en termes d'égalité, mettons, entre les forces des deux équipes. Une moyenne de buts marqués par match du côté des Pingouins de 3,20, ce qui est très bon. C'est une très bonne attaque. C'est pas la meilleure attaque de la LNH, mais c'est quand même une très bonne attaque à 3,20. Une moyenne de buts accordés de 2,84 par opposition à une moyenne de buts marqués de 2,93 pour le Canadien de Montréal et une moyenne de buts accordés de 3,10. Alors c'est jamais un bon signe quand tu accordes en moyenne plus de buts que tu en comptes. Du côté du Canadien, on en compte 2,93, on en accorde 3,10, alors que du côté des Pingouins, on en compte 3,20, on en accorde 2,84. Donc, il y a quand même une différence quand même importante à souligner là-dedans, c'est qu'on a un avantage notable pour les Pingouins à ce niveau-là. L'avantage numérique des Pingouins est à 19,9%, alors que celui du Canadien est à 17,7%. C'est correct et c'est pas très bon. 82,1% le désavantage des Pingouins, 81,5%. Les deux sont... 82, c'est quand même bien. 81, c'est bof. C'est pas la mer à boire, mais c'est quand même bof. Bon, là... Il y a un point là-dedans qui va être un point très positif pour vous, fans du Canadien de Montréal, c'est que le Canadien est une des équipes qui tire le plus au travers de la LNH. En fait, c'est la deuxième équipe qui a le plus tiré sur l'adversaire au cours de la saison 2019-2020. Fait que c'est une équipe qui est capable de tirer beaucoup. C'est aussi une des équipes qui accorde le plus de tirs par match, mais ça... c'est un détail, on va mettre de côté. Le point que je veux amener là-dedans, c'est que si le Canadien tire beaucoup, c'est sûr qu'à chaque fois que tu tires, tu as plus de chances de compter. C'est pas nécessairement une chance de compter enregistrée par la LNH, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un tir,
t'augmentes de 1 ta possibilité de compter. Donc le Canadien, s'ils bombardent beaucoup les Penguins de Pittsburgh, s'ils partent avec une bonne mentalité, ils peuvent gagner. Il va falloir par contre qu'ils exploitent certaines lacunes du côté des Penguins, puis il va falloir vraiment qu'ils bombardent puis qu'ils jouent avec beaucoup, beaucoup de volonté. Parce que, ou sinon, ben, si les Penguins ne se présentent pas du tout, ce qui pourrait être possible aussi. Alors, les Penguins de Pittsburgh, leur top 5 en termes de joueurs d'avant, ben Evgeny Malkin, qui est le meilleur joueur de cette équipe-là. En 55 matchs, 25 buts, 49 passes, 74 points plus 7. C'est une équipe qui a été décimée par les blessures tout le long de la saison. On va y revenir plus tard. Donc, Evgeny Malkin, 74 points en 55 matchs, c'est excellent. Avec son 25 buts, il était parti pour une saison de 30 buts. Par la suite, le deuxième pointeur, ça va être Ross. En 55 matchs, il a 27 buts, 29 passes, 56 points plus 14. Donc, 27 buts, lui aussi est en voie d'avoir une saison de 30 buts. Sidney Crosby a été blessé une bonne partie de la saison. 41 matchs, 16 buts, 31 passes, 47 points, moins 8. Gunzel, 39 matchs, donc lui aussi blessé une grosse partie de la saison. D'ailleurs, il était blessé au moment de l'arrêt. Gunzel, 39 matchs, 20 buts, 23 passes, 43 points plus 11. Et McCann, 66 matchs, 35 points plus 6. Alors, tu as des joueurs d'avant dans cette équipe-là qui sont très prolifiques sur un point de vue offensif. Et là, un point qui est un point super important, c'est le retour de Gunzel. Parce que Gunzel, en tout cas, ça n'a pas été confirmé. Il est encore sur la liste des blessés, mais plusieurs médias rapportent qu'il va être de retour pour la phase qualificative. Alors Gunzel, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il joue avec Crosby. Ça va être un ajout important pour cette attaque-là. Et ça, c'est un point qui est un point que j'ai noté ici, c'est que tous les joueurs étoiles sont en santé. Et ça peut être très problématique pour les Canadiens de Montréal. Au niveau des défenseurs, ben, il n'y a pas vraiment de question à savoir que Christopher Letang, c'est le meilleur défenseur de cette équipe-là, en tout cas sur un point de vue de la production offensive, assurément. En 61 matchs, il a 15 buts, 29 passes, 44 points et un plus moins de 0. Fait que là, si vous regardez, tu sais, 44 points, 40 points, 26 points, 36 points, 22 points, 21 points, 12 points, 11 points. Ça se ressemble au niveau des défenseurs. Au niveau de la production offensive, ça se ressemble. Fait que je pense pas nécessairement qu'on a une force au niveau des Penguins de Pittsburgh de ce côté-là, au niveau des défenseurs. Mais on a une force offensive assurément. On va continuer très rapidement. En fait, non, on va faire le Canadien. On va comparer. Bon, Evgeny Malkin, qui est le meilleur pointeur des Penguins, à 74 points. Du côté du Canadien, le meilleur pointeur, c'est Thomas Tatar. En 68 matchs, 22 buts, 39 passes, 61 points, plus 5. À 22 buts, il aurait pu, mais c'est peu probable qu'il aurait réussi à faire un 30 buts. Donc, probablement qu'aucun joueur du Canadien aurait fait un 30 buts cette année. C'est triste, mais c'est ça. Joel Armia, je me souviens pas, il était à combien de buts par contre, c'est vrai. Lui, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a personne qui était parti pour faire un 30 buts. Fait que Tatar avec 61 points et le meilleur pointeur du Canadien, opposition 74, avantage clair ici pour les Pingouins. Philippe Danault, lui, en 71 matchs, 47 points plus 18. C'est un joueur qui est complet, très responsable défensivement. Ross, 56 points en 55 matchs, très offensif, plus 14. Mais ça, c'est parce que les autres, ils faisaient beaucoup de points. C'est important à mentionner. C'est pas nécessairement qu'il est très responsable défensivement. Danou, c'est parce qu'il est très responsable défensivement. Le troisième pointeur du Canadien, Max Domi, 71 matchs, 44 points, moins 3. Donc, vraiment pas une saison à la hauteur de ce qu'il avait fait l'année passée. Par la suite, Brendan Gallagher qui est le quatrième en 59 matchs, 43 points plus 9, 22 buts dans son cas, égal avec Tatar. Et Nick Suzuki, cinquième pour le Canadien, 71 matchs, 41 points, moins 15 pour ce qui est de Nick Suzuki, mais il apprend ce petit jeune-là. Puis honnêtement, c'est un jeune qui a une très bonne vision, il est intelligent, il a une volonté, puis il a l'air. Fait que moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Mais c'est ça, si on y va par opposition, c'est que vous voyez que il y a une force quand même plus intéressante, mais elle n'est pas nécessairement beaucoup plus loin. Sauf que le ratio n'est pas fait. C'est-à-dire que Sidney Crosby aurait, s'il avait joué les 69 matchs, il aurait comme 70 points lui aussi. Gunzel, s'il avait joué le 69 matchs, il aurait au-dessus de 70 points lui aussi. Fait que tu sais, je vois vraiment un avantage offensif très clair pour ce qui est des Penguins de Pittsburgh. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'hésitation. La défensive peut peut-être, parce que le Canadien utilise beaucoup leurs défenseurs pour faire des pressions à l'attaque, ce qui fait que ben, justement, ils tirent beaucoup, mais ils accordent beaucoup de tirs aussi parce qu'ils ne replient pas beaucoup puis ils se fient beaucoup sur leur gardien pour ce qui est des backies au niveau défensif. Là. Du côté du Canadien, le meilleur défenseur offensivement, c'est Jeff Petrie en 71 matchs. Il a 11 buts, 29 passes, 40 points, moins 10. Jeff Petrie, il me semble qu'année après année, il est dans négatif. C'est inévitable. Par opposition, chez Weber, deuxième pointeur en termes de défenseur chez les Canadiens, 65 matchs, 15 buts quand même, 21 passes, 36 points plus 8. Weber, il me semble qu'il est tout le temps dans les plus. Fait que, bref,
Sherrod, troisième pointeur, 69 matchs, 21 points, plus 5. Jamais j'aurais pensé que Sherrod aurait été dans les plus prolifiques. J'aurais vu Mété plus que Sherrod en termes de troisième. Mais en tout cas, Mété, quatrième, 51 matchs, 11 points, plus 5. Ça a été difficile pour Victor Mété cette année. Là, j'ai pas de confirmation. Il était sur la liste des blessés encore au moment où je tourne ma vidéo. Puis j'ai pas de confirmation comme quoi il allait revenir. Fait que je sais pas s'il va revenir ou non. Si à ce moment-là il revient pas, ben là, à ce moment-là, ça va donner du temps de glace à quelqu'un d'autre. Peut-être, je sais pas, à la Brett Kulak, j'imagine. Donc, bref, sur un point de vue de la défensive, les Pingouins vont avoir le retour de Dumoulin, qui est quand même intéressant défensivement. Donc, dans le cas de Dumoulin, c'est pas un défenseur à caractère offensif, mais c'est quand même un défenseur qui va stabiliser un peu la ligne de défense des Pingouins. On pourrait dire qu'il y a un léger avantage pour le Canadien, mais pas nécessairement hyper gros parce que c'est quand même assez similaire. Au niveau des gardiens de but, ben là, ça va être intéressant au niveau des gardiens de but parce qu'on a une grosse hésitation. Là, je l'ai marqué ici, gardien point d'interrogation. Du côté des Pingouins, on hésite énormément à savoir ça va être qui notre gardien de but en confiance. Est-ce qu'on va y aller pour notre gardien qui a plus d'expérience en Murray ou est-ce qu'on va y aller avec un gardien qui a bien fait cette année en Jarry? Donc Murray cette année, il a 38 matchs, 2,87, 899 d'efficacité. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Quand on a échangé Marc-André Fleury, on pensait avoir vraiment quelqu'un d'extraordinaire en Murray puis vraiment un gardien de but partant établi. C'est peut-être pas ça qui est arrivé, mais on a peut-être de l'espoir du côté de Jarry, parce que Jarry, lui, en 33 matchs, 2,43, 921, il a quand même bien fait. Alors là-dessus, je ne sais pas qui ils vont choisir. Moi, si j'avais à choisir, j'opterais peut-être plus pour Jarry, parce qu'honnêtement, pour moi, Matt Murray ne m'a jamais vraiment mis en confiance en tant que gardien de but partant. Fait que, essayons-le, on va voir. Puis de toute manière, tous les autres joueurs vont être en santé. Fait que comme je l'ai mentionné ici, tous les joueurs étoiles vont être en santé. Gunzel est encore sur la liste des blessés, mais théoriquement, il est censé revenir. Fait que, l'équipe en tant que telle est solide offensivement devant lui. C'est pas une des équipes qui accorde le plus de tirs par match non plus. Ce qui fait que le Canadien a beau tirer beaucoup, mais est-ce que le nombre de tirs que le Canadien va être réellement supérieur au nombre qu'il accorde? Parce qu'il accorde beaucoup de tirs aussi, le Canadien, puis les Pingouins sont capables de tirer. Puis les Pingouins, s'ils tirent, tu as des joueurs qui peuvent faire mal à chaque tir. Donc, c'est quelque chose qui me fait excessivement peur. Du côté du Canadien, il n'y aura aucune question à se poser par rapport à c'est qui le gardien de but partant. Ça va être Carey Price. 58 matchs cette année, 2,79, 909 d'efficacité, c'est bien quand même. Et Charlie Lindgren, qui était le gardien de but auxiliaire au moment de l'arrêt, lui, en 6 matchs, il a 3,33 de moyenne, 888 en termes d'efficacité. Au niveau des blessés, on a Mété qui est encore sur la liste des blessés et Joel Tisdale qui était sur la liste des blessés. Et ça, depuis le début de la saison. Je pense qu'il s'est blessé au camp d'entraînement, si je me rappelle bien. Là, j'ai mis des notes du côté du Canadien. Je veux vous donner espoir quand même parce que non, la série n'est pas gagnée d'avance. Il va falloir quand même que les Pingouins gagnent 3 matchs. Donc pour ça, il va falloir qu'ils affrontent le Canadien 3 fois. Là, c'est un peu triste. Là. J'ai vu qu'il y a certains joueurs qui se plaignaient de comment la LNH réagissait face aux cas positifs de COVID-19, qui disaient comme quoi la Ligue était irresponsable et que ce n'est pas signé encore le retour en date prévue. Ça se peut qu'il n'y ait peut-être pas finalement de retour quand on l'avait prévu. Ça serait triste, mais bon, ça se peut que ça l'arrive. Alors, du côté du Canadien, ce que j'ai noté comme, disons, lueur d'espoir, première des choses, c'est que Claude Julien doit s'assurer que son équipe, elle arrive, puis qu'elle arrive frustrée. Son équipe a connu des bonnes séquences pendant la saison régulière, mais le moral les a lâchés pendant une couple de séquences qui ont fait qu'ils ont perdu plusieurs matchs d'affilée, et c'est ça qui leur coûte la saison au final. Donc cette équipe-là ne devait pas participer aux séries éliminatoires parce qu'ils ont eu des grosses faiblesses. Alors c'est important pour Claude Julien de ramener tous ses joueurs alentour de ça, puis faire comme, là c'est le temps de comme se revenger de nos mauvaises performances en saison régulière. On n'a pas été performant, on n'a pas été à la hauteur toute la saison, mais là c'est le temps de montrer qu'on peut l'être. Alors il y a eu des séquences où le Canadien a été très dominant, entre autres en début de saison. Bon, il avait gagné 4-1 contre les Pingouins. C'était une équipe qui était plus sûre d'elle, tandis que mois de décembre, mois de janvier, c'était rough. Là, c'était quelque chose, mettons. Ben, même le mois de février, c'était pénible, là, le jouer pour le Canadien de Montréal. Fait que, bref, lui, ce qu'il doit faire, Claude Julien, c'est motiver ses troupes. Vous êtes frustré de votre saison qui a été un déclin littéralement, alors qu'on est capable de bien jouer, on est capable d'être plus dominant que ça. Alors c'est le temps de prouver au monde entier qu'on est capable d'être dominant. Alors jouer avec le jeu qu'on est clairement les underdogs, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Alors motiver des équipes, c'est faisable. Là. Regardez les Golden Knights quand ils sont arrivés, c'était tous des underdogs, puis finalement, ben, ils ont quand même réussi à se rendre en finale. Fait on peut jouer avec cette game-là du fait que c'est des underdogs. Si l'équipe joue un système de jeu tous ensemble, tu n'as pas besoin d'avoir des gars de 70-80 points
pour gagner. Tu as juste besoin d'avoir un jeu qui est solide et qui est resserré défensivement. Et oui, tu peux y arriver. Sauf que là, le problème que je vois, c'est que les joueurs vedettes des Pingouins devraient revenir en santé, tout comme les joueurs qui ont été surutilisés, excusez-moi, du Canadien, comme Petrie, Shea Weber, Sherratt, Carey Price. C'est des gars qui ont joué vraiment beaucoup de minutes cette année. Ils vont être reposés. Mais c'est ça, c'est la même chose pour les Pingouins, c'est la même réalité. Fait bref. Bon. On a aussi la possibilité du côté du Canadien d'utiliser des joueurs qui ont joué dans la Ligue américaine lors de la fin de la saison. Et ça peut être intéressant de rentrer des jeunes qui ont quelque chose à prouver, donc qui veulent montrer qu'ils sont faits pour la LNH, qui veulent leur spot dans la LNH. Donc ils vont peut-être avoir plus de hargne, plus de volonté de gagner. Je pense entre autres, Charles Hudon était dans la LNH, mais malheureusement, je pense que son poste n'est pas sûr. Donc il va falloir qu'il démontre des choses. Jesperi Kotkaniemi qui devrait être là, Pilling qui devrait être là, peut-être Kel Fleury, je ne sais pas qui qu'on va utiliser, là, parce que si on a Mété qui est encore sur la liste des blessés, on va peut-être pouvoir insérer quelqu'un. Peut-être Noah Yolson, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui arrive avec son état de santé à lui. Fait que, bref, c'est possible qu'on utilise des joueurs de la Ligue américaine et ça serait peut-être possible que ce soit pas Lindgren qui soit l'auxiliaire. Peut-être est-ce qu'on pourrait utiliser Caden Primo qui, lui, cette année, en 2 matchs, avait une moyenne de 2,52, 931. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant d'utiliser Caden Primo au lieu de Lindgren si jamais besoin il y a pour cette phase qualificative-là. Fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait changer énormément la donne parce que je pense pas voir beaucoup de joueurs de Ligue américaine qui vont aller pour jouer pour les Penguins de Pittsburgh, tandis que le Canadien a quand même des prospects qui sont intéressants, qui jouent dans la Ligue américaine puis qui vont avoir besoin de se prouver. Alors ça peut être un facteur qui va jouer doublement underdog, genre. Fait qu'il pourrait jouer en faveur du Canadien de Montréal. Motivé pour ce qui est de la saison en dents de scie, je l'ai déjà mentionné, le fait que c'était des underdogs, c'est la deuxième équipe qui tire le plus de la LNH. Alors, si le Canadien de Montréal décide qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils sont vraiment des underdogs, qui ont de quoi approuver, ben à ce moment-là, cette équipe pourrait peut-être surclasser sur un point de vue de tir les Penguins de Pittsburgh. Et s'ils surclassent les Penguins de Pittsburgh, et si les Penguins de Pittsburgh prennent la décision de mettre Murray au lieu de mettre Jarry, qui est peut-être moins en confiance, donc à ce moment-là, si, c'est possible que le Canadien batte en 3 les Penguins de Pittsburgh. Parce que oui, cette équipe-là, si elle joue solide défensivement, leur gardien de but est quand même un bon gardien de but. Je pense que tu peux avoir confiance en Carey Price, surtout que là, il va être reposé. Il ne jouera pas la game de chez était fatigué. Carey Price peut, à lui seul, sauver ou même voler un match littéralement. Alors, le Canadien a des possibilités de gagner. Sur un point de vue statistique, l'avantage est quand même clairement aux Penguins de Pittsburgh. Alors, je vois les Penguins de Pittsburgh remporter cette série 3-5 contre le Canadien de Montréal. Quelle est votre opinion à vous? Bâchez-moi, dites toute la haine que vous avez sur votre cœur. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Quelle est l'équipe d'après vous qui va remporter la série, qui va opposer le Canadien de Montréal? Pourquoi? Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Si jamais vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça serait vraiment cool d'augmenter la communauté alentour de Hockey Fan 514. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, Hockey _fan 514. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. J'apprécie beaucoup le temps que vous m'accordez. Alors, on se dit à la prochaine fois. Ciao!